Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir jeune homme. Bon, d'abord je vous prie de m'excuser pour le retard, je sors d'une autre réunion et donc je vais ouvrir cette séance qui va être un petit peu redondante pour les étudiants puisque la semaine dernière j'ai déjà présenté le semestre international mais dans sa partie académique et ce soir il s'agira plutôt de présenter le semestre international dans sa partie, je dirais, procédure administrative, qui est plus particulièrement suivie par le service des relations internationales. Pour les parents, la partie académique est directement sous ma responsabilité, la partie, je dirais, administrative est sous la responsabilité du service des relations internationales, qui est le véritable intermédiaire ou le véritable, je dirais, interlocuteur des universités partenaires. Nous avons une grande quantité d'universités partenaires, environ un peu moins d'une centaine, je crois, une centaine, et dont un certain nombre d'universités, environ un peu moins d'une trentaine, concernent directement les étudiants de seconde année de licence de sciences politiques, puisque le semestre qui sera effectué à l'étranger sera effectué dans le cadre Erasmus, c'est-à-dire un cadre européen. Contrairement, je dirais donc à la licence d'anglais ou à la double licence Sciences Po anglais, qui ont élargi, je dirais donc, les différentes destinations au monde. Mais pour ma part, la licence de sciences politiques, la deuxième année de licence de sciences politiques, reste dans le cadre Erasmus. Alors, ce semestre, je le précise, je vais donner le contexte, puis après je parlerai un petit peu de la partie académique, avant de céder la parole au service des relations internationales. Je dirais que le contexte de ce semestre s'inscrit parfaitement dans les études de sciences politiques. Le semestre 4 sera, je dirais, pris en compte dans l'évaluation et la notation de la licence de sciences politiques, notamment qui sera donc donné par l'ICES via le rectorat. Voilà. Donc le semestre, parce que j'ai entendu, notamment dans les années précédentes, que certains considéraient que ce semestre, c'était ni plus ni moins un séjour touristique dans un pays qu'ils avaient choisi. Non, c'est bien un semestre académique, c'est-à-dire qu'il y a un objectif académique à atteindre pour valider ce semestre qui fera partie intégrante de la licence. Donc deux petites règles qui est importante que je rappelle aux étudiants mais que les parents entendent en même temps. Il n'y a pas, je dirais, de transcription des notes obtenues dans l'université du partenaire. On joint directement le relevé de notes obtenu dans l'université partenaire dans le dossier, je dirais, de l'étudiant pour valider sa licence de sciences politiques. Donc, ce qui nous concerne, c'est nous de savoir si l'étudiant a validé son semestre à l'étranger ou ne l'a pas validé ou est ajourné. Voilà. Deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de compensation entre le semestre 3 et le semestre 4. Le semestre 3 s'effectue ici à l'ICES, dans la notation, je dirais que vous connaissez maintenant, qui est le même système de notation que la première année, alors que le semestre 4 se passe à l'étranger, et par conséquent, nous ne sommes plus du tout dans le même système de notation, et par conséquent, il ne peut pas y avoir de compensation entre le semestre effectué à l'ICES et le semestre effectué dans l'université partenaire. Voilà. Donc j'attire l'attention, notamment des étudiants, sur le fait qu'ils doivent valider le semestre 3 et le semestre 4. Et puis troisième point qui est important, l'ICES n'organise pas de rattrapage du semestre à l'étranger ici à l'ICES. Le rattrapage doit être effectué automatiquement dans l'université partenaire. Si, à l'issue du rattrapage, l'étudiant n'a pas validé son semestre, eh bien, il se retrouve en redoublement pour le semestre à l'étranger. Est-ce que je suis clair? Voilà, il n'y a pas de rattrapage. Voilà. Parce qu'il est difficile pour l'ICES d'organiser des rattrapages de matières qu'il ne maîtrise pas.
Par conséquent, dans le cadre du redoublement, et je rassure tout de suite les parents, nous ne renverrons pas l'étudiant dans le pays étranger. Le redoublement, pour ceux qui auront été acceptés de passer en troisième année parce qu'ils ont validé le semestre à l'ICES, pour cela, il y aura des travaux supplémentaires à faire, une sorte de mémoire, qui correspondront au sujet qu'ils n'ont pas validé dans l'université partenaire. Donc c'est un travail important. Je peux dire que certains étudiants, certains se sont retrouvés avec 3 ou 4 mémoires à faire et que c'est une charge très lourde et qui entraîne donc généralement beaucoup de difficultés pour valider la totalité de la licence. Sur les règles académiques, les étudiants, en partant, auront un double contrat de scolarité. Le contrat de scolarité avec l'université partenaire, pour lequel ils ont une certaine liberté dans le choix des cours. La règle qui est fixée est une règle assez simple, c'est-à-dire que vous savez que chaque semestre est validé par 30 ECTS, 30 crédits, et qu'au minimum 20 de ces crédits doivent concerner des cours fondamentaux de la licence de sciences politiques, c'est-à-dire philosophie, droit, histoire, relations internationales, économie, sociologie. Les 10 autres crédits sont laissés, je dirais, à une certaine liberté de l'étudiant pour travailler les langues ou pour apprendre certaines choses qui lui permettront de rentrer, je dirais, dans la culture du pays. Voilà. Mais l'étudiant doit revenir avec ses ECTS pour valider, je dirais, son semestre. Le deuxième contrat est un contrat passé avec l'ICES et qui rentrera dans l'évaluation du semestre 5, donc le premier semestre de la troisième année. Ce contrat d'évaluation concerne 2 parties. Une partie culturelle, sur laquelle je vais revenir, et une deuxième partie linguistique, c'est-à-dire l'anglais. Si on fait partir des étudiants à l'étranger, c'est pour qu'ils progressent en langue. Et donc, j'attends des étudiants, je les attends au retour, ils seront évalués au retour, j'attends au retour une progression en anglais. Et ils seront donc évalués au retour par le système TOEFL, et c'est la progression qui sera évaluée. Alors certains sont surpris parfois en disant « mais j'ai un très bon résultat au TOEFL et j'ai eu une mauvaise note ». Oui, parce qu'il n'a pas progressé, ou tout simplement parce qu'il a baissé par rapport au TOEFL de départ. Et puis le deuxième contrat qui est fixé, enfin la deuxième partie du contrat académique passé avec l'ICES, eh ben c'est un travail culturel qu'il aurait demandé, je ne vais pas l'expliquer ici parce que ça serait trop long, avec un certain nombre de devoirs à rendre au cours de leur séjour à l'étranger. Voilà. Puisque l'objectif est bien sûr d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les étudiants sur d'autres cultures qui leur permettront de mieux saisir, je dirais, donc le monde dans lequel ils évoluent. Voilà, j'en ai terminé. Donc, je terminerai juste sur un point qui est important, puisque certains parents peut-être se poseront la question de savoir pourquoi uniquement le cadre Erasmus. Parce que tout simplement, et je l'ai dit aux étudiants, le semestre à l'étranger peut être une belle réussite. Ça peut être, je dirais, une belle plus-value pour l'étudiant, mais ça peut être aussi une belle chute. Et chaque année, j'ai 1 à 3 étudiants qui reviennent en ayant tout loupé, aussi bien la partie académique que la partie comportementale. Voilà. Donc le fait de les mettre à proximité permet éventuellement aux parents d'aller voir ce qui se passe. Je prends uniquement un exemple. J'ai un étudiant qui avait complètement disparu de l'écran radar et qui était en Irlande. Complètement disparu. Les parents n'avaient plus aucune nouvelle, l'ICES n'avait plus aucune nouvelle.
le père a dû se déplacer pour voir où était son fils. Voilà. Donc, vous voyez les précautions que je prends, parce que même si je ne suis pas directement impliqué, puisque nos jeunes sont quand même responsables et savent ce qu'ils font, je me sens, je dirais, moralement responsable. Voilà. Donc ce semestre peut être une belle plus-value, mais ça peut être aussi un moment, je dirais, délicat, de chute pour certains étudiants. Alors je sais que dans cette promo, je vous rassure, c'est une promo solide, et je pense qu'ils effectueront tous un excellent semestre à l'étranger. Merci beaucoup. Bien, à mon tour, bonsoir à tous. Donc, je vous présente Madame Gaëlle Delavoye, assistante à la direction des relations internationales. Je suis Mathieu Brequeville, le directeur des relations internationales. On va vous présenter rapidement les objectifs de la réunion. Donc, on va vous rappeler aussi les règles et cadres du semestre. La sélection, c'est-à-dire comment on sélectionne les jeunes pour les destinations. Le calendrier, c'est-à-dire le calendrier à court terme des vœux jusqu'à la sélection et à la réalisation du Learning Agreement. Les informations académiques, on reviendra rapidement dessus, surtout pour les parents, parce que le général vient de le dire, les jeunes ont eu une session de préparation. Les informations pratiques, et on passera aux questions. Règles et cadres du semestre. Le général vient de le dire, je le rappelle, c'est un semestre d'études à l'international, ce n'est pas un voyage à l'étranger. La différence en est qu'on demande à l'étudiant d'assister aux cours, obligation d'aller en cours, obligation de résultat, donc de revenir avec ses crédits ECTS. On parlait de 30 crédits ECTS. Image, l'image, on y reviendra tout à l'heure, est importante. L'image que vous allez donner de vous-même et de l'ICES à l'international, c'est extrêmement important. Et le séjour académique à l'international dure entre 3 et 6 mois. Bien sûr, les examens seront à passer à l'international, à l'étranger, dans votre université d'accueil, comme le seront, le général l'a précisé, les rattrapages. Les critères de sélection. Donc nous allons demander aux jeunes d'établir une liste de 4 vœux qui seront envoyés à Madame Delavoye. Sur ces 4 vœux, nous regarderons le niveau de maîtrise de la langue d'enseignement. Les étudiants ont eu la possibilité de passer le délai, le test pour partir en destination hispanophone la semaine dernière. Vous passez le TOEFL incessamment sous peu, il me semble. C'était samedi. Le deuxième critère de sélection sera les résultats académiques de l'ICES, c'est-à-dire si les étudiants ont plus ou moins le même score au TOEFL ou au délai, nous regarderons pour les départager les résultats académiques. Et le troisième critère sera le comportement, c'est-à-dire on regardera l'assiduité en cours et on va regarder aussi les jeunes qui seraient passés en conseil de discipline. Donc le calendrier. 24 avril, vous avez pu passer le délai. Je crois que c'est le 27 avril, vous avez passé le TOEFL. Donc le 22 mai, on va vous demander, c'est la date limite de réception des 4 vœux par Madame Gaëlle Delavoye. Donc au 22 mai, dernière date, il faudra envoyer avant minuit vos 4 vœux. Passé cette date, on devra prendre des mesures et vous aurez des points négatifs en moins par rapport au classement. Vous aurez certainement les résultats du TOEFL d'ici à mi-mai. Donc vous aurez tout le temps de faire une présélection avant la mi-mai, avant les résultats du TOEFL, que vous pourrez affiner ensuite et envoyer à Madame Delavoye par rapport aux résultats de TOEFL, savoir si vous avez quel score vous avez, si vous avez un niveau C1 ou C2, parce que ça devrait se situer dans ces deux notes, n'est-ce pas? 7 juin, le service des relations internationales vous annoncera le résultat et votre affectation. Donc, sur les 4 vœux que vous avez faits,
nous vous donnerons le résultat de votre affectation sur le premier, deuxième, troisième ou quatrième vœu. Le 28 juin, ensuite, une fois que vous aurez votre destination le 7 juin, on vous demandera d'aller sur le site de l'université et de faire votre tableau d'études, c'est-à-dire de choisir des cours qui représentent au moins 30 ECTS pour pouvoir ensuite les envoyer à Madame Delavoye qui les soumettra au général de Guibon. Rapidement, les informations académiques. Quelles sont les obligations académiques? Les choix de cours, le Learning Agreement, qu'est-ce que c'est? Examen à rattrapage et comment mieux préparer votre départ et votre séjour d'études. Donc c'est un échange en Europe. On vous demande de choisir au minimum 30 crédits ECTS. D'après la Convention de Bologne, on vous demande, il faut 180 ECTS pour valider une licence, 180 divisé par 6 semestres, 30 crédits par semestre. ECTS, ça veut dire European Credit Transfer System. C'est attribué en fonction de la charge de travail, du nombre d'heures de cours et des objectifs de la formation. Règles communes à tous concernant les choix de cours. On va vous demander, une fois que vous aurez votre destination le 7 juin, de choisir très rapidement vos cours et les soumettre à Madame Delavoye, parce que dans certaines universités, c'est le premier venu, premier servi. C'est-à-dire qu'on ferme le cours une fois qu'on a assez d'élèves, d'étudiants dans la classe. Donc ne tardez pas. Toujours faire valider votre choix de cours auprès de votre directeur de département, donc le général de Guibon ici présent. Et si vous modifiez votre choix de cours, encore une fois, il faut toujours faire valider cette modification auprès du directeur de département. On récapitule. Avant le 28 juin, on va vous demander de remplir le tableau d'études. C'est votre premier choix de cours et de l'envoyer à Gaël Delavoye. À partir de septembre, le dossier de candidature, on vous demandera de remplir le Learning Agreement before the mobility. Donc, le choix de cours avant la mobilité, avant de vous rendre sur place. Un mois après l'arrivée dans l'université d'accueil, vous devrez renvoyer au plus tard un mois après l'arrivée le Learning Agreement during the mobility. Pour tout le monde ici, il peut y avoir une impossibilité de suivre un cours que vous avez choisi avant de partir. Soit le cours n'existe plus, soit il y a une incompatibilité de calendrier, c'est-à-dire que vous avez deux cours en même temps et il vous en faut abandonner un cours, etc. C'est pour ça qu'il est possible qu'il y ait un nouveau choix d'un ou deux cours pendant votre mobilité. Donc, le Learning Agreement Before the Mobility, c'est la liste de cours que l'étudiant s'engage à suivre lors de son échange. Il peut y avoir, en plus du Learning Agreement qui est demandé par Erasmus ou par l'ICES, un autre document demandé par l'université partenaire. Donc, à garder en mémoire. Le Learning Agreement doit être signé avant le départ, c'est extrêmement important et ce sont les règles pour toutes les universités qui ont signé la charte Erasmus. Et sans Learning Agreement, votre échange et votre bulletin ne seront pas validés. Et de plus, si vous touchez une bourse à la mobilité, Erasmus ne vous versera pas, ou Envoléo, donc la bourse des Pays de la Loire également, ne vous versera pas la bourse si vous ne signez pas votre Learning Agreement. Le Learning Agreement during the mobility, donc vous devez le signer, le faire signer par votre institution d'accueil, le renvoyer en version scannée à Gaël Delavoye. Et la version finale doit refléter les cours que vous suivez et qui apparaîtront sur votre bulletin. Donc c'est très technique, mais ce n'est pas compliqué. Il y a la signature avant de partir et pendant votre mobilité. Les examens, donc avant de partir, prenez bien connaissance du calendrier académique et des conditions d'inscription aux examens. Vérifiez que vous pouvez passer tous les examens des cours indiqués sur le Learning Agreement. Regardez bien les dates d'examen par rapport à vos dates de séjour à l'étranger. Bien sûr, respectez les règles de l'institution d'accueil.
Vous devez valider les matières indépendamment les unes des autres. C'est un changement par rapport à ce que vous avez à l'ICES, c'est-à-dire que vous pouvez valider un groupe de matières et rattraper une matière où vous avez 8 avec un 12 dans une autre matière. À l'international, c'est différent. Chaque matière doit être validée indépendamment ou alors vous n'avez pas tous vos crédits. Donc les impasses sont déconseillées. Se soumettre aux mêmes règles d'évaluation que les étudiants locaux. Vous serez considéré comme un étudiant local, un étudiant slovaque, un étudiant belge, lituanien, anglais, etc. Je répète ce que disait le général, les rattrapages sont à effectuer dans l'université d'accueil. Et la notion d'indulgence n'existe pas chez nos partenaires. C'est-à-dire que quelquefois un 9,90 avec un jury, nous sommes des latins, vous pouvez être rattrapé en France. C'est certains, voire la majorité de nos partenaires, un 9,90 sur 20, si la notation est sur 20, est souvent un fail, c'est-à-dire que vous devez repasser soit la matière au rattrapage, soit revenir sans tous vos crédits. On anticipe beaucoup, mais avant de rentrer en France et à la fin de votre mobilité académique, n'hésitez pas à demander à votre institution d'accueil l'envoi de votre bulletin officiel. Ça va dépendre des institutions. Certaines vont le remettre avant que vous reveniez en France, d'autres nous l'enverront. Et bien entendu, le bulletin de note officielle doit être réceptionné à l'ICES avant le jury de fin d'année pour pouvoir valider votre passage en troisième année. Rattrapage. Encore une fois, avant de partir, soyez prudents. Regardez la date des rattrapages sur le calendrier académique de l'université d'accueil pour pouvoir prendre votre billet d'avion ou votre transport de retour en fonction des rattrapages. Et lorsque vous vous rendez compte que vous avez échoué à une matière et que vous allez au rattrapage, contactez immédiatement l'université d'accueil pour connaître les modalités d'inscription et le calendrier de rattrapage. Et mettez toujours Gaël Delavoye en copie, comme ça on sait où vous en êtes dans vos études et vos rattrapages. On répète, inscription obligatoire aux sessions de rattrapage auprès de l'université d'accueil. Et informez votre directeur de département de la date du rattrapage, ainsi que Mme Delavoye. Donc vous êtes l'ambassadeur de l'ICES à l'étranger. Nous attendons de vous un comportement digne de ce nom. On a déjà souffert dans certaines universités partenaires de comportements inacceptables d'étudiants qui ont fait capoter le partenariat entre le partenaire étranger et l'ICES. Donc il y a certains partenariats qui ont dû fermer à cause de comportements d'étudiants de l'ICES. Si vous avez des difficultés, nous sommes toujours là, même si le fil est distendu. Nous vous envoyons des mails, vous y répondez peu parce que tout va bien. Si vous avez une difficulté, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter le général Le Guibon. Et si vous vous rendez compte aussi que votre camarade de classe a une difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part. Souvent, on ne s'en rend pas compte soi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a des étudiants qui peuvent très bien ne plus aller en cours, qui sont dans des états un petit peu dépressifs ou alors qui font un peu trop la fête. On ne va rien se cacher, il y en a qui se perdent un petit peu. N'hésitez pas à nous le signaler si un de vos camarades est dans cette situation. Ça nous permet aussi de réagir et d'en alerter les parents. Tous les ans, on doit alerter des parents. Il n'y a rien de grave quand ça se passe en temps et en heure. Donc n'hésitez pas à faire remonter les informations. Les informations pratiques, on va vous donner, donc on va passer à la partie préparation au départ. Tout ce qui concerne passeport visa, la banque, les bourses, la sécurité sociale et les assurances et le logement. Donc ne prenez pas de billet d'avion avant d'avoir la notification d'admission de l'université d'accueil et la date exacte d'arrivée communiquée par l'institution d'accueil. Nous allons vous nominer dans une université d'accueil
il faut attendre la lettre d'admission qui sera à partir du mois de septembre. Vous recevrez la lettre d'admission de l'université d'accueil. Dans 99% des cas, 99,9%, l'université accepte la nomination. Il se peut, c'est très rare, que l'université refuse la nomination. Dans ce cas, évitez de prendre le billet d'avion avant d'avoir cette lettre d'admission. Dans cette lettre d'admission, on vous précisera également la date à laquelle vous êtes attendu dans l'université d'accueil. Pas de panique, souvent la lettre d'admission peut arriver au mois de novembre, voire début décembre. Ça peut être un car, un train, un billet d'avion. Évitez le stop, hein, c'est interdit dans certains pays. Prévoir d'arriver une semaine avant le début officiel du semestre. Alors il y a très peu de décalage horaire en Europe, mais pour l'installation, se repérer un peu dans la ville, découvrir l'université, etc. De plus, la majorité des universités partenaires ont un séminaire d'accueil pour les internationaux. Donc il est souvent obligatoire et nous vous conseillons fortement d'y assister. Et donc je vous rappelle de prendre votre billet retour après la session de rattrapage, dès que vous en avez connaissance, même avant de partir. Alors, échange au sein de l'Union européenne. Donc, on peut voyager au sein de l'Union européenne avec une carte d'identité. Cependant, au niveau du programme Erasmus, il y a 2 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui font partie du programme Erasmus. Ce sont la Turquie et la Macédoine, deux partenaires que nous avons. Donc, là, il vous faut un passeport, il faudra un visa, voire un permis de résidence dans ces pays. Donc également, n'hésitez pas, une fois que vous avez la lettre d'admission, à échanger avec le service des relations internationales de l'université d'accueil pour savoir effectivement toutes les procédures qui vous sont demandées. Passeport en cours de validité requis, il est demandé également pour les pays qui demandent un passeport comme la Turquie et la Macédoine, d'avoir un passeport qui soit encore en cours de validité 6 mois après votre retour. Donc vérifiez bien si vous avez un passeport, qu'il est en règle, et si vous envisagez de partir en Turquie ou en Macédoine par exemple, ne traînez pas à faire votre passeport, à établir votre passeport. Au mois de juillet-août, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, il faut s'y prendre dès septembre. Si vous voulez avoir des détails sur le pays, si c'est un pays sûr, quelles sont les précautions qu'il faut, est-ce qu'il faut des vaccins? On part en Europe, donc on ne part pas très loin. Il y a le site qui est très bien fait qui est diplomatie.gouv.fr. Donc vous y trouverez les modalités d'entrée et de sortie pour les citoyens français. Est-ce qu'il faut un passeport, est-ce qu'il n'en faut pas? S'il s'agit d'un pays de l'Union européenne, donc vous n'avez pas besoin de passeport. Et vous aurez les coordonnées des ambassades et des consulats étrangers en France. Et pour tous les pays, vous pouvez aller voir sur l'Institut Pasteur s'il y a des règles d'hygiène, voire des vaccins à faire. Pour tout ce qui est de l'Union européenne, il n'en existe pas. C'est assez harmonieux à ce niveau-là. Donc bien lire les documents envoyés par votre institution d'accueil. Et au niveau des papiers d'identité, donc faites des copies des papiers d'identité, gardez-en avec vous, pas avec le passeport, mais séparément de votre passeport ou de votre carte d'identité. Et gardez également une version électronique dans vos mails. Pas sur votre ordinateur, dans vos mails, parce que si on vous vole votre ordinateur ou vous le perdez, vous pourrez au moins retrouver vos papiers pour ensuite aller à l'ambassade et prouver qui vous êtes en recherchant dans vos mails. Vous avez également l'obligation de vous inscrire sur le site d'Ariane pour tous les étudiants de nationalité française. Donc Ariane va vous permettre de vous enregistrer auprès du consulat de France du pays d'accueil. Pourquoi faut-il le faire? Parce que en cas de perte-vol de vos papiers d'identité, vous pourrez en refaire auprès du consulat et de l'ambassade.
On va parler des choses extrêmes, mais si vous êtes arrêté dans un pays étranger, le consulat et l'ambassade seront au courant également et pourront tout mettre en œuvre pour vous aider. Et si vous arrive une maladie ou un accident sur place également, le consulat et l'ambassade prendront en charge, si besoin, le rapatriement également. Et encore une fois, je vous rappelle, au niveau de vos papiers d'identité, prenez toujours votre carte d'identité sur vous et laissez une copie de votre carte d'identité dans votre nouveau domicile. Bonsoir. Je vais continuer avec les modalités financières. Vous poserez sûrement la question de savoir s'il faut ouvrir un compte en banque à l'étranger. Il n'y a pas d'obligation qui s'impose à vous. Si vous n'ouvrez pas de compte, il y aura un certain nombre de choses à vérifier avant le départ, notamment auprès de la banque, voir s'ils retiennent des commissions à chaque opération. Ça dépend du pays dans lequel vous serez. Vérifier la date d'expiration de votre carte de crédit, ça bien sûr. Voilà, parce qu'il existe parfois des filiales de banques à l'étranger, ce qui vous permet de conserver votre banque et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de commission là-bas. En revanche, si vous ouvrez un compte, il faudra vérifier avec la banque de votre pays d'accueil les modalités de fermeture de compte. Il faudra s'intéresser à cela parce que ça peut engendrer des frais. Mais dans tous les cas, on vous conseille de prendre rendez-vous avec votre banquier en France avant le départ, pour voir la solution optimum. Au niveau des frais de scolarité, les accords Erasmus sont basés sur un principe d'échange, donc pas de frais de scolarité en plus de ceux de l'ICES. Voilà, tu peux passer. En revanche, donc les frais qui seront à votre charge seront ceux exigés par l'institution d'accueil. Ça peut être des frais de manuel scolaire, des bulletins de notes, des frais de... Alors il y aura aussi les frais de voyage entre la France et le pays d'accueil, les frais de visa pour la Macédoine notamment, et puis des frais de vie que vous auriez eu de toute façon en étant en France, le logement, la nourriture. Voilà, et puis frais de voyage aussi pour ceux qui devront, s'ils ne restent pas là-bas, éventuellement retourner dans le pays d'accueil pour passer une épreuve de rattrapage. Vous aurez, si les frais supplémentaires à payer à l'ICES, ce seront les 245 € de frais administratifs. Tous les étudiants qui partent en mobilité doivent s'acquitter de ces frais. Au niveau des bourses, oui, au niveau des bourses, vous avez deux possibilités. Donc, il existe la bourse Erasmus et la bourse Envoléo. Donc, on va vous les détailler après. La bourse Erasmus, vous n'avez pas de démarche à effectuer pour l'obtenir. À partir du moment où vous partez, vous êtes éligible à la bourse Erasmus. C'est le Bureau des relations internationales qui décide de cette attribution. Donc, pour être éligible, il faut effectuer un échange en Europe dans une institution partenaire ayant signé la charte Erasmus. Donc, ce sont les pays que nous vous proposons sur le tableau qu'on vous remettra à la sortie. La durée d'échange ne peut être inférieure à 3 mois et la bourse est attribuée sans condition de ressources. Vous pouvez la toucher même si vous êtes boursier du Crous. Au niveau des montants, Erasmus a classé les pays en trois groupes en fonction du niveau de vie sur place. Donc, vous avez trois groupes de pays. Le premier, donc, ça regroupe le Danemark, Finlande, Irlande. Enfin, vous avez la liste. Là, vous toucherez 300 € par mois. Pour un certain nombre de pays dont le niveau de vie est inférieur, vous toucherez 250 € par mois. Et pour les autres, ce sera un montant de 200 € par mois. Alors, ces montants sont à titre indicatif pour cette année. C'est avec l'enveloppe que nous avons reçue de l'Europe que nous avons pu affecter ces bourses. Il y a toujours une fourchette à respecter. Donc voilà, on a été plus généreux cette année. On aura les résultats de l'exercice 2019-2020 en juin. Donc encore une fois, avec prudence, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, mais ça peut fluctuer de 10-20 € mensuels, en plus ou en moins.
On essaiera de maintenir les mêmes montants, mais encore une fois, c'est un titre indicatif sur 2018-2019. Il faut savoir que cette bourse, vous ne la touchez pas de façon mensuelle. Vous toucherez 80% vous toucherez 80% une fois arrivé, lorsque vous m'aurez envoyé votre certificat de présence. Là, on débloquera 80% de la bourse. Donc après, il faudra gérer votre budget. Et les 20% restants, vous les recevrez au retour. Voilà pour la bourse Erasmus. Vous les recevrez à votre retour une fois que vous aurez rendu votre... Oui, il y a 2 conditions. Que vous m'ayez remis votre certificat de retour, l'attestation de retour, et que vous ayez rempli en ligne. Vous allez recevoir un questionnaire Erasmus sur votre boîte email de l'ICES. Un petit questionnaire, un petit rapport. Voilà, c'est pas de la production écrite, c'est juste des questions auxquelles il faudra répondre. Et quand vous aurez rempli ces 2 conditions, ça débloquera le versement des 20% restants. Je parlais vous allez recevoir sur votre boîte email de l'ICES. On ne communique que sur la boîte mail de l'ICES, pas sur les boîtes mail personnelles. La deuxième bourse qu'il est possible de percevoir, c'est la bourse Envoléo. C'est la bourse qui est attribuée par la région des Pays de la Loire. Donc il y a des conditions pour être éligible à cette bourse. Tout étudiant inscrit dans un établissement de l'Académie de Nantes peut répondre aux critères suivants. Donc il faut être de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne, être âgé de moins de 28 ans, être en formation dans un établissement de l'Académie de Nantes depuis au moins une année académique au moment de la demande. Voilà, donc normalement vous faites partie, sauf si vous étiez en L... Ben non, vous êtes tous éligibles à cette bourse. Donc au niveau du montant, la bourse s'élève à 1 000 euros, 1 000 euros pour l'ensemble de la mobilité. Par contre, il est possible de cumuler la bourse Envoléo et la bourse Erasmus. Donc si nous vous avons attribué la bourse Erasmus, vous pourrez toucher aussi la bourse Envoléo, mais à ce moment-là, le montant sera divisé par 2. Vous ne toucherez que 500 euros. C'est un montant... Ce n'est pas un montant mensuel, hein, c'est un montant pour l'ensemble de votre séjour. Je ne sais pas si on en parle après. Pour Envoléo, on va vous demander là de déposer une demande de bourse qui sera étudiée ensuite par l'ICES, et c'est la région Pays de la Loire qui décidera ou non de vous attribuer la bourse de 500 euros ou de 1 000 euros. Les Pays de la Loire fonctionnent avec des conditions de ressources du jeune et des parents. Donc il y aura dans le dossier, on demandera certaines pièces pour connaître, et la région souhaite avantager les étudiants qui ont le moins de ressources. C'est pour ça qu'ils procèdent aussi à des bonifications. Les étudiants des échelons 4, 5, 6, 7 pourront percevoir plus de 1 000 euros. Voilà, mais ça, on verra au cas par cas. D'autres possibilités de bourse. Alors, ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de contacter le département d'origine aussi, ou la mairie, là où vous habitez. Des fois, il reste des budgets. Voilà, il faut se renseigner, qui ne tente rien à rien. Et puis, éventuellement, au niveau des comités d'entreprise de vos parents. Voilà. Au niveau de l'assurance, avant de partir, vous devez faire une demande de carte européenne d'assurance maladie. Ça se fait très simplement, donc il faut se renseigner auprès de votre caisse. Si vous êtes à la CPAM, ça se fait en ligne directement sur le site Amélie. Pour les autres caisses, il faut voir directement avec eux. Et la carte vous couvrira en cas si vous devez consulter un médecin, ça couvrira vos frais sur place. On vous conseille fortement de souscrire, une assurance hospitalisation rapatriement qui vous couvrira en cas de problème sur place. C'est pas une obligation, mais c'est fortement, vivement conseillé.
dit. Tac. Oui, ça c'est un petit point. Si jamais il vous arrive quelque chose sur votre lieu d'études à l'étranger, en cas d'accident, vous devez informer l'ICES puisque vous êtes couvert par l'assurance de l'ICES. Donc nous, à ce moment-là, nous effectuerons une déclaration d'accident à la caisse d'assurance maladie concernée. Par lieu d'études, c'est l'université. Hein. C'est pas le bar en face de l'université. Vous tombez du tabouret, ça compte pas. Il faut vraiment que vous vous cassiez la figure dans les escaliers de l'université ou autre. Hein, qu'on s'entende bien, c'est vraiment sur le lieu d'études. Alors, un petit point sur le logement. Nous considérons que les étudiants doivent être acteurs de leur mobilité. C'est-à-dire que c'est à eux de faire, c'est à vous de faire les démarches pour trouver un logement. Donc on vous enverra, une fois que nous vous aurons affecté dans une université, on vous enverra une fiche pays qui vous détaillera un peu, qui vous donnera des informations sur les possibilités de logement dans le pays dans lequel vous avez été affecté. Donc vous aurez des contacts. Voilà. Donc vous ferez les démarches vous-même, mais on est bien sûr là s'il y a quoi que ce soit pour vous guider et vous aider dans vos démarches. Certaines universités donc, proposent des solutions d'hébergement, ont un campus, mais d'autres non. Donc là, il y a des étudiants qui doivent chercher des logements particuliers. Voilà l'accompagnement, donc j'en ai parlé. Donc il est impératif de respecter les délais et les démarches imposées par l'université. Si on vous demande de remplir un dossier pour un logement sur le campus, voilà, il y aura des dates limites à respecter, bien sûr. Et puis, dans certaines universités, oui, il faudra arriver aux dates qui ont été prévues parce qu'on peut vous annuler le logement. Certaines fonctionnent sur un système de premier arrivé, premier servi. Donc, voilà. Donc ça, je l'ai dit. Une place. Voilà. Oui, donc les renseignements sur les fiches pays qu'on vous donnera, mais également, on peut vous mettre en relation avec les étudiants qui sont partis dans la même destination l'année précédente. C'est un bon moyen pour obtenir des infos pratiques, des tuyaux, des contacts sur place éventuellement. Voilà, donc ça, je pourrais vous donner des contacts. On va parler rapidement aussi des destinations. Donc on vous remettra là-haut à la fin de cette séquence le tableau des destinations avec tous les renseignements que vous avez besoin de savoir sur les coûts, etc., le niveau d'anglais exigé. Donc le site a été mis à jour il y a environ 6 semaines de ça, avec des destinations qui ne sont plus offertes pour la filière Sciences Po. Pourquoi ? Parce que certains de nos partenaires ont fermé leur filière sciences politiques, où on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de cours de sciences politiques ou d'économie, de sociologie, etc., comme l'expliquait le général de Guibon au début de cette intervention. Donc voilà, il y a certaines destinations qui ne sont plus proposées aux sciences politiques. Il y en a une qui ne se trouve pas, qui n'est plus en cours de signature, qui a été signée il y a 3 jours. C'est une université qui se trouve en Angleterre, qui s'appelle Bishop Grosseteste University Lincoln. Donc, il se trouve au nord-est de l'Angleterre. Donc, c'est un accord Erasmus qui a été signé il y a 3 jours. C'est fluctuant, on a essayé de se dépêcher, on a réussi à obtenir une signature. Donc, cette destination ne se trouve pas dans la fiche A3. Par contre, elle compte, elle rentre en compte par rapport à vos 4 vœux. Donc, ne l'oubliez pas. Le niveau d'anglais exigé est un niveau B2, comme toutes les universités au Royaume-Uni. Donc un petit rappel du calendrier. Avant le 22 mai, donc vous m'enverrez votre liste de vœux, de 4 vœux. Le 7 juin, on vous annoncera dans quelle université on vous aura affecté. Et avant le 28 juin, vous nous enverrez votre tableau d'études, donc votre premier choix de cours. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je rappelle que les vœux doivent être dans l'ordre
des vœux que vous souhaitez. Le premier vœu doit être le vœu que vous souhaitez le plus. Le deuxième vœu doit être le vœu que vous souhaiteriez partir après votre premier vœu, etc., etc. Au niveau des questions, ce que je vais faire, c'est comme la session est enregistrée, on n'entend pas s'il n'y a pas le micro, donc je vais vous passer le micro. Non, c'était juste pour savoir, parce que vous parliez du vœu numéro 1, vœu numéro 2, est-ce que quelqu'un qui est moins bon en anglais que quelqu'un d'autre qui met vœu numéro 1, enfin, est-ce qu'on va être privilégié en fonction de nos... Si quelqu'un qui est meilleur que moi demande en numéro 3 mon vœu numéro 1 à moi, il sera pris avant moi ou pas? Si jamais il a passé 2 autres. On va privilégier les vœux numéro 1. Par exemple, l'année dernière, on a pu affecter 50% des départs obligatoires, donc je compte la LCE anglais, espagnol, la double et la licence de sciences politiques. On a pu, un étudiant sur 2, on a pu leur donner leur vœu numéro 1. Après, effectivement, on regarde le TOEFL. Quelqu'un qui aurait mis en vœu 3, je vais dire Madrid, non, on ne va pas dire Madrid puisqu'on parle du TOEFL, on va parler de Canterbury par exemple, qui l'aurait mis en vœu 3. Si jamais il a une meilleure note au TOEFL que toi, il risque d'être pris sur son vœu numéro 1. Donc ce cas de figure est peu probable d'arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Est-ce qu'il est obligatoire de passer le délai pour aller en Espagne? Oui. Ça, les étudiants étaient au courant. Enfin, les étudiants le savaient. Là, le délai a eu lieu mercredi. Jeudi dernier. Jeudi dernier. Combien d'entre vous ont passé le délai? À ma connaissance, personne ne l'a passé. Donc c'était comme pour le TOEFL, un étudiant qui ne passe pas le TOEFL, on ne peut pas le classer pour partir sur les destinations anglophones. Donc un étudiant qui ne passe pas le délai ne sera pas classé sur les destinations hispanophones. Enfin, l'Espagne, puisque c'est le seul pays hispanophone en Europe. Vous avez dit que pour les bourses Erasmus, c'était automatique. Mais pour la bourse Involéo, à partir de quelle date il faut faire les demandes? Oui, à la rentrée, vers la mi-septembre, fin septembre, on vous enverra un message et puis on vous expliquera toute la procédure à suivre et les démarches à faire pour monter le dossier. Pour ceux qui ont des... Alors, si vous ne postulez pas en Voléo, vous ne l'aurez pas. Si vous postulez, vous serez considéré pour la bourse en Voléo. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez, mais vous serez considéré. L'année dernière, il y a des étudiants qui ont hésité à le faire en disant mes parents ont des ressources suffisantes, etc. Seulement, il y a eu moins de postulants que de bourses, ce qui fait qu'il y a eu des bourses à peu près pour tous ceux qui ont postulé. Donc maintenant, en disant ça, tout le monde va postuler, donc il y aura moins de chances pour les autres, mais voilà, je préfère vous le dire. Une précision, sachez que vous pouvez toucher la bourse Erasmus par cycle, une fois par cycle. Donc une fois en licence, une fois en master. Pour la bourse en Voléo, vous ne pourrez la percevoir qu'une fois dans votre vie. C'est-à-dire que si vous restez en master relations internationales et que vous avez eu la bourse en Voléo, vous ne pourrez plus la toucher une seconde fois. Pareil, si vous restez en région Pays de la Loire pour faire votre master, vous ne pourrez pas toucher la bourse en Voléo vu que vous l'avez déjà touché en licence avec l'ICES. Bonsoir. Pour les pays de langue germanophone, il n'y a pas de minimum requis au niveau des langues ou c'est qu'on ne cible pas ces pays? C'est la question qui fâche. Justement. Parce que, alors, on a un accord avec l'Autriche, mais qui n'est pas proposé aux sciences politiques, puisque c'est surtout pour la formation de professeurs.
On avait un accord avec l'Allemagne qui a été rompu par rapport au manque de sérieux de certains étudiants. D'accord, merci. Alors moi j'ai une question sur la durée de ce séjour à l'étranger. J'ai vu entre 3 et 4 mois. Pourquoi entre 3 et 6 mois. Alors pourquoi il y a une telle différence? C'est en fonction du pays? C'est en fonction C'est en fonction du pays, c'est en fonction du calendrier du pays. C'est pareil, certains étudiants vont devoir partir avant la mi-janvier, d'autres pourront partir au mois de février, courant février. 3 mois, c'est la durée minimale que nous demande Erasmus pour avoir la bourse. Si l'étudiant reste 2 mois et 3 semaines, il ne pourra pas toucher sa bourse. D'accord. Donc tous les étudiants ne partent pas en même temps, en fait? Non, ça dépend des calendriers universitaires, ça dépend des systèmes éducatifs. Et pendant ce temps-là, ceux qui ne sont pas partis, ils continuent les cours à l'ICES? Les cours s'arrêtent avant les vacances de Noël, les examens. Les étudiants vont partir, je dirais, échelonnés, hein, entre début janvier, généralement pour ceux qui partent en des pays anglophones, enfin en Angleterre, et puis certains partiront au mois de mars, même cette année, je crois qu'il y a certains qui sont partis mi-mars, hein, et qui reviendront, donc bien sûr, ceux d'Angleterre reviendront fin avril, début mai, et les autres reviendront fin juillet, début août. Voilà. Donc il y a en fait un décalage qui est pris par comme l'a dit le directeur des relations internationales, en fait, qui est le fait des universités, le calendrier des universités. Voilà. Alors qu'est-ce que peuvent faire les étudiants entre-temps? Eh ben, je les invite à profiter du moment laissé libre pour faire un stage, pour travailler les langues, enfin ils ont des tas de choses, mais il n'y aura pas de cours à l'ICES. Le semestre 3 se termine avant les vacances de Noël, puisqu'ils auront les partiels avant les vacances de Noël. Et puis ensuite, je les revois normalement septembre de l'année suivante. Voilà. Bien sûr, je répondrai avec plaisir au téléphone ou par mail, mais généralement, il n'y a plus grand-chose après. Voilà. Sauf quand ils ont des difficultés. Et là, j'insiste pour les étudiants, aussi bien dans la préparation de votre dossier que le moment où vous allez être en études dans l'université partenaire. Sachez qu'on se tient entièrement à votre disposition et n'attendez pas d'être complètement bousculé pour commencer à alerter l'ICES pour dire je n'arriverai pas à faire mes études, je n'arriverai pas à faire ceci ou cela. Voilà. Hein, je prends un cas particulier, par exemple cette année, il y a un certain nombre de documents à rendre qui sont en fait des validations des cours que vous avez choisis et ainsi de suite. Il ne faut pas faire cette validation en fin de semestre. Hein, j'ai des étudiants qui veulent me faire valider des cours qui ne correspondent absolument pas aux études sciences politiques. Conclusion, eh ben, leur dossier va être traité par le président du jury, savoir est-ce qu'il valide le semestre ou est-ce qu'on demande des travaux supplémentaires à ces étudiants. Donc c'est une garantie pour vous. Si on vous demande au bout de 15 jours de renvoyer le document avec le choix des cours, c'est pour vous dire ok, vous êtes bien, le choix des cours correspond aux attentes, ou bien au contraire, faites attention, vous avez trop de cours de tel gabarit, ou ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est pas, pour vous, c'est une garantie. Le jour où j'ai signé, vous pourrez vous retourner en disant, mais le directeur a signé. Voilà. Mais quand je signe au mois d'avril, alors que le semestre se termine, ou est terminé, vous comprenez bien que je signe uniquement pour régulariser le dossier, mais pas pour valider les cours. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Mais vous n'êtes pas seul. Et pareil pour les démarches administratives, le service des relations internationales se tient à votre disposition. Ne faites pas la politique de l'autruche. Hein, de dire ce dossier, j'y arrive pas, je le laisse de côté. Non, il faut absolument que votre dossier avance en respectant les échéances. Sinon, vous allez vous retrouver hors jeu. Hein, et chaque année, on a des difficultés avec quelques étudiants qui n'osent pas demander, qui ont la phobie administrative, c'est un terme maintenant à la mode, phobie administrative, voilà. Non. C'est en même temps une manière pour vous de vous responsabiliser en traitant, je dirais, ces dossiers administratifs.
S'il n'y a plus d'autres questions, de toute façon, nous tenons à la disposition une question, pardon. Bonsoir à tous. Ma question concerne en fait le contenu des cours qui vont être dispensés dans les universités partenaires. À quel moment l'étudiant dispose en fait de la visibilité sur le contenu de ces cours? Alors les étudiants, on leur demande au moment où ils remplissent leurs vœux d'aller sur le site des universités pour voir un peu les cours qui sont proposés. Est-ce que ces cours correspondent, je dirais, à leurs attentes? Est-ce que ces cours correspondent à leurs projets professionnels et ainsi de suite? D'accord? Donc il y a, les étudiants ont une première possibilité de voir ce que propose l'université. Il est évident que lorsqu'ils arrivent sur place, un certain nombre de cours ont été modifiés. Nous-mêmes, on a le même problème parce que tel professeur ne souhaite plus poursuivre son cours, parce qu'il faut y faire évoluer telle et telle chose, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a des changements. C'est pour ça qu'on demande aux étudiants, au moment où ils arrivent dans l'université partenaire, de choisir leur cours et de remplir un papier, enfin un document, qu'ils renvoient à l'ICES pour que je puisse le valider à ce moment-là. D'accord ? Donc il y a une première approche qui est faite au moment où l'étudiant s'intéresse à l'université, et il y a je dirais, un choix de cours qui normalement doit être définitif, sauf si j'émets un avis réservé, qui est un choix définitif au moment où l'étudiant arrive à l'université. Parce qu'en plus, il y a des problèmes d'organisation. Par exemple, certains cours peuvent être sur des lieux différents. Donc l'étudiant ayant choisi, par exemple, 2 cours qui l'intéressaient, mais qui sont distants, parce que géographiquement, ce ne sont pas les mêmes bâtiments, et ainsi de suite, et que le cours se trouve pratiquement dans la même demi-journée, tout ça, eh ben, il est évident que l'étudiant ne pourra pas les suivre. Donc à ce moment-là, il peut changer son cours. Est-ce que j'ai répondu ? Voilà. Alors maintenant, il y a quand même, à mon avis, des choses qui sont à retenir. C'est déjà la répartition des ECTS, dont j'ai parlé précédemment, donc sur les cours fondamentaux. Et puis le deuxième volet, qui est aussi les examens, le type d'examen. Donc il faut que les étudiants soient vigilants sur le type d'examen et que ces examens correspondent bien, je dirais, donc à ces capacités. Il faut aussi que les étudiants s'intéressent sur le contenu du cours. Par exemple, l'an passé, j'ai un étudiant qui avait pris un cours financier. Il n'était absolument pas apte, il n'avait pas les outils mathématiques pour suivre ce cours. Il s'est retrouvé en difficulté. Voilà. Donc il faut que l'étudiant voit bien sûr le cours lui-même, en fait, je dirais les définitions du cours, mais en même temps qu'il s'intéresse aux détails du cours pour ne pas faire, une mauvaise route. Mais il y a une grande liberté qui est donnée à l'étudiant dans le choix des cours. C'est-à-dire que je n'impose pas un cours de philosophie, je n'impose pas un cours de droit, je n'impose pas un cours d'économie. Je leur impose uniquement 20 ECTS sur des cours fondamentaux. Dans le prolongement de votre réponse, comment ça se passe pour les nouvelles universités partenaires? Puisque là, il y a moins de recul. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'on pouvait bénéficier du retour, en tout cas les étudiants pouvaient bénéficier du retour des anciens. Comment ça se passe pour les nouvelles universités partenaires où il y a moins de recul sur le contenu des cours vis-à-vis des anciens qui sont passés? Alors, avec les universités partenaires, il faut savoir que, bon, si on a signé un partenariat avec l'université, c'est qu'on a confiance dans l'université. D'accord ? Donc, mais maintenant, je dirais la valeur du travail ou le contenu demandé par les universités est très variable. Je le disais aux étudiants, il y a une université, par exemple en Lituanie, où c'est 3 heures de cours par semaine. Donc il est évident que derrière, c'est la méthode en fait anglo-saxonne, et donc il y a du travail normalement individuel à faire. Et puis il y a un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que j'invite les étudiants, d'abord, s'ils ont la possibilité de prendre plus de cours que ce qui est demandé, car pour eux, c'est d'abord une certaine sécurité. S'ils échouent dans un cours et qu'ils ont validé leurs 30 ECTS avec les autres cours, ils ont validé leur semestre. Et puis, secondo, surtout, ça leur donne suffisamment de travail pour avoir un semestre académique intéressant.
Donc, si vous voulez, les étudiants ont tout intérêt quand même à s'investir dans le choix des cours, à s'investir et ne pas avoir peur du travail pour ne pas traîner pendant 3 mois ou 4 mois à l'étranger. Voilà. Maintenant, les nouvelles universités, eh ben, je dirais que l'étudiant a de la chance, il part à l'aventure. À l'aventure. Donc, non, il y a quand même des garanties qui ont été prises avec le service des relations internationales. Moi-même, j'ai vu les cours qui étaient proposés. Et donc, si on a signé un partenariat, c'est qu'on a quand même des bonnes garanties pour que l'étudiant trouve, je dirais, chaussure à son pied. Voilà. Dans le cas de cette nouvelle université, par exemple, soit un membre des relations internationales, soit un membre de la communauté ICES, un professeur, etc., s'y est rendu. Et on a rencontré au mois de septembre la collègue qui venait de Bishop, donc qui est venue nous voir. Nous, on y est allés pour voir s'il y avait vraiment une université là-bas. Et eux sont venus nous voir pour voir également si l'ICES existait vraiment. Donc voilà, après, il y a une relation de confiance. Et puis comme vous dites, on n'a pas de recul. On n'a pas de recul par rapport à l'expérience que vivra le premier étudiant. Donc là, comme le dit le général, ce sera une aventure. Merci. Maintenant, je confirme qu'à la rentrée, la première semaine de septembre, les étudiants qui partiront en semestre Erasmus et les étudiants qui reviennent du semestre Erasmus seront, je dirais, regroupés dans une activité pour pouvoir échanger. Les étudiants de L3 donneront un certain nombre d'informations aux étudiants de L2 qui vont partir. Voilà. La réponse du général, je vais la prolonger par rapport au volume d'heures de cours par semaine. Et il est vrai qu'en France, on a beaucoup de cours. On a une 20aine d'heures de cours. Vous savez combien d'heures de cours là, en sciences politiques par semaine? Une vingtaine? Bonne vingtaine? Je parle des cours où vous allez. Hein. Le système éducatif français est particulier. Il peut être lourd aussi pour un étudiant international qui nous rejoint parce qu'il y a un savoir qui est passé du professeur à l'étudiant. Dans beaucoup d'universités partenaires, le savoir est partagé lors du cours entre l'étudiant et le professeur. C'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant de préparer le cours en amont. C'est-à-dire que les étudiants français, ils ne sont pas préparés, ils vont en cours, ils n'ont pas lu les chapitres qui étaient demandés, ils ne comprennent pas le cours, ils ne comprennent pas comment ça se fait que les étudiants autour de lui ont une connaissance déjà du cours parce qu'ils ont fait le travail préparatoire qu'il leur avait demandé. On en vient tout doucement en France, mais le professeur est toujours le détenteur du savoir. Là-bas, le professeur est plus un coach, quelqu'un qui va beaucoup faire parler les étudiants pour justement animer le cours et qu'il y ait des échanges. Donc il y a quand même une grosse partie de travail préparatoire. On dit 3 heures pour le plus extrême, ça peut aller environ à une dizaine d'heures de cours par semaine, mais il faut compter pour chaque heure de cours 1 heure de préparation au cours. Donc voilà, et souvent l'étudiant français qui n'y est pas préparé le fait pas, et la première, voire les 2 premières semaines sont très difficiles en cours, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y avait des lectures à faire en amont, des documents à lire, etc. Donc ça fait partie également de l'expérience. Si c'était pareil qu'à l'ICES, on ne vous enverrait pas à l'international. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remettre le tableau de destination A3 là-haut. On se tient à votre disposition jusqu'au 22 mai si vous avez des questions sur les destinations. Comme le disait le général, n'hésitez pas. Alors, on a toujours une destination coup de cœur ou un pays coup de cœur. Regardez quand même le type de cours qui est proposé avant le 22 mai, avant de faire vos vœux pour voir si cette destination vous convient ou ne vous convient pas. Je vous remercie d'être venu et on se tient à votre disposition.